Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, trouver une source d'énergie renouvelable pour le transport. Des préoccupations mondiales auxquelles certains pensent avoir trouvé la solution avec les carburants issus des végétaux, autrement dit les biocarburants. Selon ses partisans, en utilisant des biocarburants pour les voitures et les camions, seul le CO2 absorbé à l'origine par les plantes dont il provient est rejeté dans l'atmosphère. Aucun dioxyde de carbone supplémentaire n'est émis, disent-ils, ce qui n'est pas le cas avec les combustibles fossiles comme le pétrole. Ces détracteurs, en revanche, s'insurgent contre ces effets négatifs, la déforestation et surtout l'aggravation de la crise alimentaire en attribuant de plus en plus de surfaces agricoles à la production de ces biocarburants. En effet, la production globale ne cesse d'augmenter au moment où de plus en plus de pays se tournent vers le bioéthanol et le biodiesel comme source d'énergie. Pour y voir plus clair, dans cette masse d'informations, Euronews a rencontré Jeremy Woods, expert renommé en bioénergie, professeur à l'Imperial College de Londres. Le rendez-vous a lieu dans une usine de bioéthanol produit à partir de betteraves à Wissington dans le Norfolk. Ça paraît très simple. Alors qu'on manque de carburant fossile pour le transport, on peut simplement faire pousser des plantes. Eh bien, en théorie, c'est tout à fait ça, et c'est pour cela que tout le monde s'est emballé. Globalement, on dispose de beaucoup de terres qui pourraient être utilisées. On a beaucoup de besoins, des besoins qui augmentent de façon énorme concernant les transports, la mobilité, comme on dit. Et en principe, on devrait pouvoir faire pousser tout ce dont on a besoin. Mais en fait, rien n'est jamais simple, malheureusement. Ici au Royaume-Uni, il s'agit de choisir le meilleur usage pour notre terre. Est-ce que la terre doit servir à faire des parcours de golf, des terrains de football? Est-ce une terre pour cultiver du blé? Ou doit-on s'en servir en partie pour faire pousser des biocarburants? Cela touche donc à des questions importantes. Que répondez-vous à ceux qui accusent les biocarburants de détourner des terres agricoles au détriment de la production alimentaire? D'un côté, ils ont raison, c'est évident, n'est-ce pas? Surtout dans un pays comme le nôtre. Il faut faire des choix, choisir là où l'on élimine des productions alimentaires pour produire des biocarburants. Et lorsque l'on fait cela, peut-être qu'il va falloir produire cette nourriture ailleurs dans le monde et les personnes pauvres à travers le monde ne seront pas en mesure d'acheter ces aliments car les prix auront augmenté. Il y a une bataille qui a vraiment éclaté l'an dernier sur ce thème. Les biocarburants font augmenter le prix des aliments, cela augmente la valeur de la production alimentaire pour les agriculteurs dans les pays en développement, donc ils peuvent produire plus et il y a davantage de terres disponibles là-bas en raison du climat. Et puis il y a ceux qui disent que, en fait, ce sont les agriculteurs occidentaux qui tirent le plus avantage de la hausse générale du prix des aliments. Comme les biocarburants rapportent de l'argent, on s'inquiète, notamment dans les pays en voie de développement, de voir les agriculteurs encouragés à raser des forêts pour faire pousser des cultures destinées au carburant vert. C'est très difficile de déterminer les causes exactes de la déforestation. Mais c'est aussi très difficile de trouver des solutions équitables sur la manière dont doivent être gérées ces forêts. On sait que d'un côté, il est très important de protéger les forêts anciennes. D'un autre côté, les gens qui en vivent ont le droit de se développer. Il me semble qu'en réalité, on a déjà des biocarburants que l'on mélange avec des carburants fossiles conventionnels. Comment contrôle-t-on leur développement afin d'en faire le meilleur usage et également de minimiser l'impact sur l'environnement? Avec les biocarburants, les économies en émissions de gaz à effet de serre que l'on peut obtenir par rapport à l'usage de carburants fossiles sont très dépendantes de la manière dont la Terre est gérée, et de ce que la Terre était avant et de ce qu'elle sera dans le futur. Donc on sait qu'il y a des spécificités à ces politiques au niveau national et régional. Les politiques globales doivent comprendre cela et construire des mécanismes de contrôle qui prennent en compte ces enjeux. Projetons-nous en 2050, lorsque l'offre de pétrole sera restreinte avec une pression intense sur les transports. Quelle sorte de monde envisagez-vous?
Il y a d'énormes pressions à venir dans ce monde en 2050, un monde qui va passer de 6 à 9 milliards d'habitants. Un monde où ces 9 milliards de personnes ont le même genre d'aspiration que nous avons actuellement en Occident. On sait que le monde en 2050 n'aura pas d'essence et de diesel aux stations-service. Nos systèmes de transport fonctionneront avec différentes sources d'énergie. L'électricité sera dominante dans les grandes villes du monde et on sait que dans les espaces ruraux, on aura encore besoin de carburant liquide pour le transport. Donc l'offre de biocarburants pour les régions rurales devrait se poursuivre. Mais c'est très loin dans l'avenir. On devra faire face à de grands défis, les défis du changement climatique, de la sécurité énergétique, du développement rural, de la sécurité alimentaire. Et on y fera face dans 10, 15, 20 ans et pas en 2050.